Bonjour à tous, bienvenue sur Nyon Région TV en cette nouvelle année pour un nouveau et premier débat politique. Vous le savez certainement, l'aéroport international de Genève va changer d'échelle à l'horizon 2030. Une bonne nouvelle naturellement pour la Genève internationale et pour l'économie du bassin lémanique, mais aussi de nombreux soucis pour les riverains, qu'ils soient genevois, français et naturellement vaudois. Hausse du bruit, hausse potentielle du trafic motorisé, conséquences sur la qualité de l'air. Voilà quelques points qui inquiètent au plus, notamment les communes de l'ouest de notre district de Nyon. Quel aéroport pour le Grand Genève? On en parle tout de suite avec nos 4 invités. À commencer par vous, Sébastien Leprat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable des relations extérieures à Genève-Cointrin. Bonjour. Jean-Louis Philippin, vous êtes membre du comité directeur de l'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport international de Genève, l'acronyme étant ATCRAIG. Vous êtes aussi un habitant de Mille. Odile Decré, vous êtes syndic du village de Comigny, vous suivez de près ce dossier, notamment pour la Terre Sainte. Et enfin, Amélie Cherboin, vous êtes une habitante de Coppet, vous êtes députée socialiste au Grand Conseil vaudois. Vous avez déposé une interpellation l'an dernier pour savoir ce qu'il en était du rôle du canton de Vaud dans le dossier de l'agrandissement de l'aéroport de Genève. Quelques chiffres en vidéo, voilà ce qu'on vous propose tout de suite avant de commencer notre conversation. L'aéroport international de Genève, c'est aujourd'hui 16 millions de passagers, 44 000 emplois liés à l'activité du site, plus de 200 entreprises, 46 pays desservis et 142 destinations directes. Le projet d'extension, qui s'appuiera notamment sur un nouveau terminal pour vol long courrier, va faire gonfler ces chiffres. D'ici à 2030, de 40 avions par heure, on passera à 47. D'un avion toutes les 90 secondes, on passera à un avion toutes les 75 secondes. De 16 millions de passagers, on passera à 25 millions. À Genève, une initiative populaire demandant des limitations de nuisances pourrait arriver devant le peuple en juin 2018. Alors, je pense qu'on va quand même le demander à tous nos invités, sauf à M. Leprat. Cet agrandissement de l'aéroport est-il nécessaire pour chacun? M. Philippin, est-ce que vous pensez que oui, il faut grandir tant pour répondre à la demande des passagers, dont vous êtes certainement, comme répondre à la demande de l'économie qui demande à croître dans notre bassin lémanique? Alors oui, bien sûr, l'aéroport peut continuer de grandir, mais pas à n'importe quel prix, tant pour la pollution, tant pour l'environnement et pour la circulation et pour les différents points que vous avez soulevés. On va en parler. Odile Decré. Oui, alors là, je peux que rejoindre M. Philippin. On n'est pas là pour taper sur l'aéroport, mais... Oui, mais à certaines conditions. On va parler de ce mais. Amélie Cherboin, votre position, l'aéroport socialiste? Oui, alors c'est sûr que le nombre d'emplois que ça permet de générer, faudrait être un peu fou pour se dire qu'on va y renoncer. Donc, alors, parfait. Monsieur Leprat, justement, quelques mots, l'apport économique de l'aéroport de Genève sur le tissu économique local. Bon, je crois que vous avez montré des chiffres qui disent tout. L'aéroport de Genève est un aéroport régional avec un bassin de population de 6,5 millions de personnes environ. Et effectivement, l'aéroport de Genève, c'est 44 000 emplois indirectement, on est d'accord. C'est 11 000 emplois, par contre, sur la plateforme, avec plus de 200 entreprises, avec un savoir-faire aussi. Et je crois que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, je pense, d'aller un peu plus loin sur l'apport économique de Genève Aéroport. La réalité, c'est que la croissance de l'aéroport, notre défi aujourd'hui, c'est qu'elle passe d'une dimension quantitative à une dimension qualitative. Et quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. On l'a déjà fait depuis 10 ou 15 ans. C'est ce que vous travaillez depuis longtemps. Et il va y avoir une amplification de cette stratégie de croissance qualitative qui est liée notamment au dossier en cours dont nous parlerons probablement pendant le débat. Oui, absolument. On va commencer justement tout de suite par les quelques griefs. Il y a beaucoup de griefs et d'inquiétudes. Jean-Louis Philippin, vous êtes membre donc de cette association ATCRAIG qui regroupe notamment des communes, membre du comité directeur. Il y a une inquiétude principale pour les communes riveraines et les habitants, c'est le bruit. Dites-nous tout sur le bruit, qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui nous inquiète le plus, c'est effectivement l'augmentation du bruit. Alors les projections qui ont été faites par les autorités fédérales, notamment sur les calculs de courbes de bruit moyennes, qui sont des prospectives pour les années 2030,
n'ont pas encore été établies. Elles seront établies à la fin de la décennie, comme c'est marqué dans le PSIA, c'est-à-dire sur la base de l'année 2019. Et cette courbe de bruit... Je vous arrête juste sur le PSIA, qui est le plan sectoriel d'infrastructure. C'est le document cadre pour le développement de l'aéroport. C'est évidemment piloté notamment par l'Office fédéral de l'aviation civile. Alors, juste pour terminer brièvement, parce que c'est un sujet qui est assez complexe et qui nécessite peut-être de longues explications pour que tout le monde puisse le comprendre, mais c'est un peu compliqué. Donc, ces courbes seront établies d'ici 2019. Donc, le bruit va continuer d'augmenter, puisque le trafic aérien continue d'augmenter progressivement, d'environ, les mouvements d'environ 1% par année, 1,2% par année. Donc, en même temps, la flotte n'étant pas renouvelée, le bruit va donc augmenter. Et ensuite, on va juste fixer le seuil de bruit admissible et on projettera à 2030 d'avoir une diminution de ce bruit grâce à la technologie, grâce aux avions. Vous apportez quand même quelques garanties, a priori, on est bien d'accord. Alors d'abord, certes, c'est un document qui est essentiellement fédéral, mais c'est un document qui est discuté avec le canton depuis 3-4 ans. Et évidemment, l'aéroport a apporté son expertise avec technique. Donc, Genève, on le précise. Bien sûr. Donc, juste pour dire que c'est un compromis très solide et qui a fait l'objet de négociations très serrées entre les autorités cantonales et fédérales. Lorsque M. Philippin dit effectivement que nous avons une courbe de bruit dont on ne sait pas si elle va diminuer, eh bien non. Précisément, ce document prend l'engagement qu'à partir de 2019, on aura effectivement, M. Philippin, une courbe de référence qui fixera une enveloppe globale de bruit. Et à horizon 2030, on s'est engagé à la réduire. Et d'ailleurs, les courbes ont été publiées dans le document. On le voit, c'est visuel. On voit l'impact des courbes qui diminuent par rapport à celles de 2019. C'est un document administratif, je vous l'accorde. On peut discuter. La manière dont on va y arriver, on va probablement aussi en discuter. La réalité, c'est que c'est un engagement extrêmement solide fédéral, puisque nous sommes dans un domaine extrêmement complexe du point de vue de la législation, la Confédération ayant la majorité de son mot à dire. Mais le canton s'est invité dans le débat, et notamment à Genève, vous le savez, il y a une priorité pour créer des logements. Cette diminution de la courbe de bruit, c'est un engagement pour pouvoir créer 1500 logements de plus aux abords de l'aéroport. Le canton de Genève est très attaché également à cette dimension. Monsieur Lebrun, revenons un peu techniquement. Cette courbe de bruit dont on parle dans ce document cadre qui s'appelle le PSIA nous dit que pendant les prochaines années, le bruit va effectivement augmenter dans une zone délimitée, avant que le bruit s'amenuise, notamment par quelques leviers. Le premier de ces leviers est le renouvellement de la flotte aéronautique. Ok, je précise juste une chose, ce document est le premier exercice du genre. L'aéroport de Zurich, on est à son 3e. Donc lorsque vous me dites le bruit va augmenter, en fait c'est la première fois qu'on va fixer... C'est ce que j'ai cru lire dans ces documents, je me trompe. Et la réalité, c'est que d'un point de vue politique, c'est la première fois qu'on va réellement fixer entre le canton et la Confédération, de manière contraignante politiquement, une enveloppe de bruit. Et évidemment, comme le document il est prévu qu'il entre en vigueur en 2019, l'enveloppe de bruit elle est prévue pour 2019. Donc il y a une photographie 2019 qui correspond à une courbe de bruit. Et en 2030, on s'engage à la réduire. Quand je dis on, je devrais parler naturellement du canton et de la Confédération. Mais l'aéroport y apportera sa contribution, on y reviendra peut-être, puisque d'un point de vue opérationnel, on a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que le renouvellement de la flotte des avions comme possibilité d'arriver à cet objectif. Alors, Monsieur Philippin, ces quelques précisions de la part de l'aéroport de Genève, de son porte-parole, vous convainquent-elles? Non, on n'est évidemment pas convaincu non pas parce que c'est de la mauvaise foi, nous ne parlons pas de mauvaise foi de la part des autorités, mais simplement qu'on sait de ce qu'il en est lorsqu'on fait confiance notamment à la technologie pour résoudre les problèmes. Quid du réchauffement climatique, ça fait quelques années où on parle, je mélange un petit peu les sujets, mais on a beaucoup attendu sur le réchauffement climatique, sur l'amélioration technologique pour faire baisser le réchauffement climatique, et on s'aperçoit qu'il faut vraiment des mesures... Le renouvellement de la flotte, vous y croyez que ça va Oui, mais on parlait tout à l'heure en aparté d'avions qui font moins de bruit. D'avions qui font moins de bruit, c'est vrai, les nouvelles générations d'avions sont moins bruyants, mais il faut que les compagnies aériennes investissent. C'est de l'argent, ça coûte cher, et les marges de manœuvre économiques des compagnies aériennes sont extrêmement faibles. Je crois que les gains, c'est de l'ordre de 3 à 5%. La rentabilité, si je me rappelle bien, je ne suis pas un spécialiste de l'économie aérienne. Avant de vous donner donc j'aimerais juste passer par Madame Decré, justement cette notion du bruit. Vous me disiez avant l'émission qu'au sein de votre conseil communal de Communy, alors on ne sait pas si c'est que vous êtes régulièrement interpellé au sujet du bruit aérien. En fait, le sujet est venu, ça fait, je dirais maintenant, 4-5 ans que régulièrement, et depuis 2 ans en tout cas,
3-4 fois par année, le sujet est abordé. Des inquiétudes, oui, évidemment. alors des inquiétudes qui sont alors pour des questions de nuisance au niveau du bruit, mais les inquiétudes aussi que portent les autorités de Terre Sainte lors des rencontres que nous avons, soit entre les communes membres de la TCR, soit quand on a l'occasion de rencontrer les autorités de l'aéroport et du canton de Genève, sont sur aussi des aspects plus de mobilité. Alors, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est évident que les nuisances sonores sont, alors chez nous en tout cas, je ne sais pas, dans les autres législatives des communes de Terre Sainte, mais en tout cas à Communy, c'est un sujet récurrent. un sujet récurrent. Que se passe-t-il à Coppet, Madame Cherboin? Est-ce que vous avez peur de cette hausse du bruit potentiel? Alors, comme nous avons pu, vous l'avez expliqué au départ, moi, mon inquiétude, effectivement, elle était plus en lien avec la question de cette initiative qui a été déposée sur Genève. Alors Genève, une initiative qui demande que l'initiative dénommée pour un pilotage démocratique de l'aéroport de Genève, qui demande que l'aéroport et sa gestion soient inscrites dans le domaine public et qui demande à pouvoir avoir des leviers justement sur des limitations. C'est bien ça, Monsieur Leprat? C'est bien ça. Alors, on termine. Difficile de résumer rapidement, mais bravo. Alors effectivement, quand dans cette initiative pour laquelle il y a eu une récolte de signatures assez intensive sur Genève, la population de Coppet, évidemment, comme de toute la Terre Sainte, travaille beaucoup sur Genève et ils ont été interpellés, évidemment, pour signer ces documents. Et c'est dans ces documents, on pouvait voir qu'il y avait achoppement sur ces questions, tant au niveau du bruit que de la qualité de l'air. Et c'est vrai que, à ce titre-là, moi, il m'a paru intéressant de pouvoir se renseigner sur quelles, entre guillemets, garanties nous avons, nous, en Terre Sainte, par rapport au respect des normes. Et en tout cas, au niveau du bruit, il est clair qu'il y a des contrôles qui sont faits à Versoix et à Nyon. Alors, on ose espérer qu'en étant entre les deux, si le bruit est considéré comme correct dans ces deux pôles, au milieu, on puisse admettre que ce soit correct. Voilà. Monsieur Leprat. Oui, peut-être une remarque intéressante, puisqu'au fond, l'initiative, elle est cantonale. Et là, on est dans un champ de compétences qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement fédéral. Une remarque très concrète. Vous parlez de mesures du bruit, ou respectivement de mesures de bruit qui sont faites sur Versoix et Coppet, si je comprends bien. Versoix et Nyon. La législation fédérale ne mesure pas le bruit, elle le calcule. Donc vous voyez déjà que, je dis ça à dessein, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle du monde aéronautique, il y a une législation fédérale qui est extrêmement forte. Nous aussi, nous mesurons le bruit au pourtour de l'aéroport pour avoir nos propres données. La réalité, c'est que ce sont des données qui n'ont pas de portée légale. Donc on voit bien qu'on a un petit souci lorsqu'on a une initiative cantonale, et également dans vos communes, lorsque vous mesurez le bruit, vous n'êtes pas en adéquation avec la législation fédérale qui le calcule. Donc on sait déjà plus de quoi on parle. C'est un problème sémantique. Non, c'est un grand problème, parce que la réalité, c'est que demain, le peuple genevois va voter sur un texte qui risque d'être très, très, très difficile à transcrire si jamais il est adopté. Je vous rappelle, international et intercantonal. on a de gros problèmes de compatibilité législative au niveau international. D'abord parce qu'on est dans un domaine qui est probablement le domaine politique qui est le plus internationalisé, sauf à vouloir résilier l'accord européen sur les transports aériens, mais c'est une autre question, donc on ne va probablement pas débattre aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a des champs de compétences et les gens connaissent très très peu les règles qui gouvernent le domaine aéroportuaire. Je suis ravi que le débat s'ouvre. Je vous remercie beaucoup de m'y avoir associé, puisque je crois que tout cet univers que les gens côtoient avec plaisir, puisqu'ils partent souvent en vacances, on va pouvoir le découvrir sous un nouveau jour, qui est un jour très politique, très légal, dans lequel la Confédération a un poids extrêmement fort. Et le problème de cette initiative, je clorai, c'est qu'évidemment, elle pose des questions, mais elle les adresse à la mauvaise autorité. D'accord. Alors, cette initiative, vous l'aurez compris, elle est genevoise. Elle pourrait être votée selon les travaux du Parlement genevois et du Grand Conseil d'ici à l'été. On y reviendra. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, qui va peut-être illustrer votre propos, Monsieur Leprat, de savoir que tout est imbriqué de manière internationale, il y a des conventions. Et là, je vais demander à Monsieur Philippin de nous expliquer quel est le souci avec les retards à l'aéroport. C'est-à-dire qu'on aimerait que les avions fassent moins de bruit, il y a des horaires, il y a des créneaux pour l'aviation, et puis il se trouve qu'il y a des retards. Alors, sur le règlement d'exploitation de l'aéroport de Genève, l'aéroport est ouvert de 6h à minuit, sauf erreur. Enfin, de 5h, pardon, dans le texte. Vous parlez qu'à partir de
On est d'accord. Vous parlez sous l'autorité de M. Lebrun. Sur le plan légal, dans le texte, y compris dans le PSIA, l'aéroport est ouvert de 5h à minuit. Simplement, l'aéroport de Genève, on peut lui rendre grâce, a renoncé à exploiter la tranche 5h-6h. C'est ce que j'ai pu lire dans le cadre de ce document. Ce qui ne veut pas dire que peut-être une fois, ça ne sera peut-être pas le cas de le faire. Mais enfin, alors, concrètement... Ceci dit, les compagnies aériennes, donc le trafic augmente, et on s'aperçoit que il n'y a pas de vol actuellement planifié, de décollage planifié après 22 heures. On s'aperçoit, à cause des retards, notamment du modèle économique des compagnies low cost, qui doivent avoir un certain nombre de rotations par jour, que ces retards s'accumulent, pas forcément dus à l'aéroport de Genève, mais aussi dus à l'aéroport de Genève. On a une accumulation de retards, ce qui fait que les vols qui devraient décoller avant 22 heures décollent largement entre 22h et 23h, et 23h et minuit. Et à l'inverse, la même chose pour les atterrissages. C'est jusqu'à minuit, mais on tolère jusqu'à minuit 30 les atterrissages. Je vous laisse... Mais alors justement, M. Lebrun, qu'est-ce qu'on fait pour régler cette problématique Non, c'est une vraie problématique. Je suis tout à fait d'accord avec M. Philippin. Il faut savoir qu'au-delà de 22 heures, le bruit est multiplié par 10 dans le système de calcul, et non pas de mesure. Donc la gestion du retard est une priorité extrêmement importante pour les opérations de Genève Aéroport, comme d'ailleurs pour les opérations de tous les aéroports. Ça me permet de vous dire, quand je parle de tous les aéroports, que la gestion des retards, elle implique nécessairement, encore une fois, d'élever un peu le débat au niveau international, puisque quand un avion part avec 1 heure de retard d'Amsterdam, il arrive à Genève Aéroport, peut-être avec un peu moins d'1 heure, parce qu'on arrive, l'efficacité des contrôleurs aériens arrive à... Mais on est bien d'accord qu'on est dans un domaine interconnecté extrêmement complexe. Il y aura donc une inertie assez forte pour pouvoir améliorer la problématique des retards. Donc je ne vous dirai pas aujourd'hui, dans un an avec le PSIA, on a réglé la problème des retards. En revanche, c'est une priorité. D'agrandir l'aéroport dans les infrastructures aussi pour régler ce genre de soucis. Oui, bien sûr. Alors, on a la possibilité, effectivement, notamment en période hivernale, d'être encore plus efficace sur la problématique du déneigement, du dégivrage des avions. On fait énormément. On investit beaucoup sur le tarmac. On a 866 millions d'investissements à horizon 2022. Une partie de ces investissements est dédiée aussi à tout ce qui se passe sur la piste. Et on a un service de sécurité qui est très, très bien doté et qui a des moyens qui sont assez performants. De votre côté. Ça, alors, sur le tarmac, il est évident que, surtout en période hivernale, là, on a une prise réelle sur la problématique des retards. Maintenant, il y a des instances internationales dans lesquelles on est membre, et on est actif. Il y a aussi un débat qu'on a avec la Confédération et avec les autres aéroports, et on est extrêmement attentif dans le cadre du PSIA. M. Philippin a raison, c'est une vraie priorité. On a un intérêt à le faire. Les communes au pourtour de l'aéroport ont un intérêt à le faire. Le canton a un intérêt à le faire pour une raison simple, c'est que comme on s'engage tous à vouloir réduire l'empreinte de bruit, il faut éviter de passer trop d'avions au-delà de la tranche 22 heures, puisqu'elle est majorée par 10, comme je vous le disais. Donc dans le calcul et non dans le relevé. Une autre chose qu'on aimerait aborder, bien sûr, c'est la conséquence. Si on passe de 16 millions à 25 millions de passagers, eh bien évidemment, les gens vont devoir emprunter des routes, des transports publics, mais peut-être aussi leur voiture privée, pour s'y rendre. Et ça, Odile Decré, petit syndic d'un petit village qui amène un petit peu près tout le pays vers Genève, eh ben vous avez évidemment peur que vos routes soient saturées de 25 millions de voyageurs. Alors c'est évident, d'autant plus que la problématique qui est liée à l'aéroport de Genève, c'est que ce n'est pas un aéroport, normalement, sa vocation n'est pas d'être un hub, c'est-à-dire qu'on y vient en avion pour en repartir en avion. C'est pas un lieu de transition. Voilà, au niveau aéronautique pur. Donc ça veut dire que l'essentiel des passagers qui utilisent ces infrastructures, ils viennent et en repartent par la voie terrestre. Donc ça signifie quoi? Alors là, c'est pas forcément l'aéroport qui peut nous répondre à nous, communes un petit peu plus éloignées, parce que l'État de Genève fait apparemment, dans le cadre du PSIA, a prévu un certain nombre de mesures, que ce soit en transport public ou pour le transport individuel. Je ne vous dis pas qu'on soit forcément satisfait par ce qui est proposé pour le moment. L'inquiétude pour nous, en Terre Sainte, c'est clairement l'impact par effet par la suite. C'est que l'essentiel des voyageurs suisses qui utilisent l'aéroport de Genève, ils transitent soit par les voies CFF, donc là c'est plus Coppet, le bord du lac qui est impacté, mais nous forcément aussi, et puis l'autoroute. Et l'autoroute avec un élargissement à 3 pistes prévu pour 2025. Oui, jusqu'à Nyon.
et un élargissement qui est censé être prévu, si tout va bien, à partir de 2025-2030. Et on n'est pas à l'abri de retard, évidemment. Non, alors il y a bien un fonds Forta, mais est-ce qu'il sera suffisant? Est-ce qu'il sera suffisant? Est-ce que la Confédération, parce que ça c'était, je me permets de finir là-dessus, quand on a eu un certain nombre de débats avec les autorités concernées, moi je disais, mais où sont les CFF? Où est l'OFROU? L'aéroport était présent, on avait les autorités genevoises, mais il manquait alors éventuellement peut-être un conseiller d'État vaudois. Je trouve que là, le conseiller d'État, mais je pense que Madame la députée en parlera mieux que moi, est un petit peu absent du débat, puisqu'il y a quand même un impact très fort sur le canton de Vaud. Voilà. Amélie Cherbois, vous avez interpellé le Conseil d'État, vous avez reçu une belle réponse, bien dans les normes, qui dit pas grand-chose finalement, c'est bien ça? Non, effectivement. Alors on sait bien sûr que pour Lausanne, pour toute la région de Terre Sainte, on est un petit peu considéré comme un peu des personnes pénibles. On a tout ce qu'il nous faut, on est proche des infrastructures et que voilà, de quoi nous plaignons-nous. Eh bien, du bruit des avions. Voilà, effectivement, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai déposé cette intervention. Et puis la réponse, c'est une réponse un petit peu générique, qui nous assure quand même que quand on prend en considération, ça a eu au moins cet effet-là, c'est que ça a mis un petit peu en avant la question. Maintenant, au niveau des transports, il faut quand même reconnaître que Mme Nouria Gorité fait beaucoup dans le cadre de Léman 2030. Les négociations pour obtenir des fonds, notamment auprès du fonds Forta et dans les projets d'agglo troisième génération, il y a beaucoup de choses qui essaient. Il y a eu des victoires, on est bien d'accord. Est-ce que c'est suffisant? Monsieur Philippe, vous vouliez réagir tout à l'heure. J'aimerais rebondir sur les deux remarques que ces dames ont faites, à juste titre, et je vais même aller dans un sens en enfonçant le clou encore bien plus profondément que ce qu'on pouvait imaginer, c'est que les capacités, alors c'est une étude qui a été faite à Genève, qui s'appelle l'étude Transitech, que peut-être certains ont lu, on prévoit d'une augmentation, je regarde mes notes parce que je ne les ai pas par cœur, de 17% de la capacité du réseau routier à l'horizon 2030 et de 34% de capacité des réseaux des transports collectifs. C'est ce qu'on prévoit comme augmentation. Et vous regardez l'augmentation du trafic à l'horizon 2030, il y aura plus, dans le meilleur des cas, plus 60% à 120% de fréquentation des réseaux de transport collectif et de 30 à 50% de plus de routes. Donc on est déjà saturé. Ce qui fait que si vous regardez tous les grands axes dont nous faisons partie en Terre Sainte, c'est-à-dire l'autoroute, la route de Suisse, en plus à Genève, toutes les pénétrantes direction de l'aéroport et à proximité de l'aéroport seront probablement saturé, sauf, étonnamment, la zone d'échange avec l'aéroport, ce qui sera un peu plus allégé. Cette problématique des accès à l'aéroport, parce que gérer un aéroport, c'est aussi gérer l'accès de ses clients. Bien sûr. Alors, le débat démontre une fois de plus que ça dépasse largement le cadre de l'aéroport. Je mentionne d'ailleurs un dossier qui est très intéressant pour Canton de Vaud. C'est le dossier de la ligne du Pied du Jura CFF, puisqu'on arrive directement de l'aéroport de Zurich jusqu'à l'aéroport de Genève. Là, il y a aussi des enjeux sur lesquels on est très attentif. C'est important parce que je vous dis ça à dessein, parce que la réalité, c'est que nous, on pousse un maximum l'accès à l'aéroport en transport public. C'est une réalité. On le pousse tellement que lorsque vous êtes passager de l'aéroport de Genève, vous arrivez, vous prenez vos bagages, et avant de passer dans le terminal, vous avez des machines qui vous distribuent gratuitement des billets pour pouvoir voyager dans Genève. C'est l'Uniréseau avec les transports publics genevois et les CFF d'ailleurs. Donc je le signale, les passagers qui transitent par chez nous. Et ça, c'est l'aéroport qui le paye. Très bien. Vous entendez l'inquiétude des élus de villages riverains? Oui, bien, non seulement on les entend, mais on les écoute très souvent. Et on fait plus que les écouter, parfois même si nous sommes un établissement public et que notre autorité est le canton, on ne peut pas aller à l'encontre de le canton, naturellement. Mais nous avons des relations très très bonnes avec les communes environnantes sur la problématique de la desserte, puisqu'on a des intérêts communs. C'est une évidence. Je prends la commune, je suis désolé, on est en terre vaudoise. La commune du Grand Saconnet, à côté de nous, a de très gros projets d'urbanisme. Et elle a des difficultés à convaincre aussi le canton de la nécessité de créer des lignes de tram qui pourraient nous être aussi utiles. Donc naturellement, on a des relations tous les jours. Malheureusement, je l'avoue, peut-être un petit peu moins avec en tout cas, Aéroport de Genève, en dehors du canton de Genève. Mais c'est normal, c'est une question de proximité. Mais la question de l'accessibilité est un grand sujet qui est traité dans le cadre de ce document fédéral aussi, sur lequel beaucoup de discussions... Un document qui est encore en consultation publique,
Jusqu'au 16 mars pour les communes, qui ne l'est plus pour la population depuis le 8 janvier. Et puis après, il y a d'autres dates. Vous attendez justement ce qui se passe avec l'avancée de cette initiative populaire à Genève. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça me permet de dire que cette initiative, finalement, ce projet fédéral est une sorte de contre-projet à l'initiative populaire, vous l'avez compris. Et puis derrière, le canton devra aussi, à ce moment-là, en début 2018, traduire ce document fédéral dans sa législation cantonale. Eh bien, on va suivre tout ça de très près. L'aéroport de Genève n'appartient pas qu'à Genève, pas non plus qu'au Grand Genève, dont fait partie le district d'Oignon. Il touche un bassin de 6 millions de clients potentiels. Il produit beaucoup d'emplois, évidemment, beaucoup d'argent. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Ça devrait être plus long. On en reparlera très prochainement parce qu'un développement jusqu'à 2030, ça va créer pas mal de soucis. Donc, on aura l'occasion de remettre un petit peu de lumière sur les inquiétudes des communes de l'ouest de notre district de Nyon. Merci à tous encore. Bonne année. Plein de bonnes résolutions. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau débat politique. Bonne semaine à tous. Salut.